Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Kerim Tidjani, fondateur du blog Nouara, Algérie, site dédié à l'écologie et l'environnement. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons choisi de parler du dérèglement climatique et son impact sur l'alimentation des Algériens. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Voilà, je vous invitais en fait dans le cadre d'une étude qui a vu le jour au mois d'août concernant l'alimentation, les carences nutritives. Voilà, je vais lire un petit peu l'étude, qu'est-ce qu'elle dit. Alors, d'après les conclusions d'une étude menée par le département de santé publique de l'université d'Harvard, le continent africain, entre autres l'Algérie, la Guinée et Djibouti, compte parmi les régions du monde qui sont le plus vulnérables à la hausse des émissions de gaz carbonique, ce qui engendrerait la baisse de la qualité nutritionnelle des végétaux. On savait que le dérèglement climatique provoquait quelques maladies, des maladies respiratoires, des cancers, mais là, quand ça commence à toucher à nos assiettes, permettez-moi de me dire, ça m'a un petit peu choqué. Donc je voudrais savoir comment vous avez accueilli l'information. Bon, déjà, quand vous parlez de dérèglement climatique et de cancer et tout, je pense que vous faites allusion beaucoup à la pollution atmosphérique. Tout à fait. Qui est quand même, effectivement, un peu un des fondements de la problématique, en tout cas des impacts, mais ils ne sont pas les seuls. Après, ce qui est intéressant avec ce thème du dérèglement climatique, c'est déjà de voir un petit peu l'évolution de la sémantique, du champ lexical autour du sujet. Parce qu'on a d'abord parlé de réchauffement climatique, même un petit peu avant, on avait parlé justement plutôt de glaciation. L'idée, c'est que ça allait se glacer. Après, on a parlé donc de changement climatique. Et aujourd'hui, on est à l'ère donc des dérèglements climatiques. Et effectivement, je pense que c'est vraiment pour que les gens réalisent vraiment la problématique. Et moi, ce genre d'études, en fait, je l'accueille toujours avec un esprit, on va dire, mesuré. D'accord. Voilà, okay. Parce que dans le monde de l'environnement, de l'écologie, et plus particulièrement dans le monde du dérèglement climatique, on trouve de tout et beaucoup d'alarmisme, en fait, beaucoup de choses. Et puis on nous parle souvent de choses qui vont arriver en 2050, 2100. Bon, bien entendu, il faut anticiper. Ça serait stupide de pas en tenir compte. Et puis c'est souvent basé sur des modèles, des expériences, comme ici. Quand on regarde un petit peu comment ces chercheurs ont procédé pour arriver à ces conclusions, ils ont mis, je vais schématiser vraiment la chose, ils ont mis des légumes dans des serres et ils ont balancé des doses de COD hors normes qui correspondraient aux prévisions qu'ils auraient pour 2050. Et ça a donné donc cette problématique de carence, plus particulièrement en fer et en zinc. Lié aussi, l'Afrique et l'Afrique du Nord aussi, lié aussi, il y a une corrélation avec notre climat, semi-aride, et notre régime alimentaire qui est beaucoup basé sur le blé et l'orge. Donc c'est pour ça qu'ils parlent de ça, puisque en Afrique, il y a des cultures comme le blé, le millet et le sorgho. Sorgho, j'ai découvert à Timimoun, par exemple, qu'il était cultivé, qu'il faisait partie de l'alimentation. C'est une céréale, voilà. Et donc voilà, elle ne serait pas touchée par ces carences. Maintenant, je suis mesuré et surtout, moi, ce qui m'intéresse, même si je vois loin 2050, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe maintenant. Et moi, quand même, avec mon blog, ça fait presque 10 ans que j'observe la webosphère écologique en Algérie, que je parcours le pays. J'en suis à ma 42e wilaya que je visite et j'essaye de rencontrer des agriculteurs, des scientifiques, des militants environnementaux. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que déjà depuis 10 ans, j'ai conscience de choses aujourd'hui
qui ont un impact sur la qualité nutritionnelle de nos légumes. Et même mon expérience à moi, citoyen du monde, puisque je suis né à Paris, j'y ai vécu longtemps. Et j'ai toujours été proche de l'Algérie, j'y vis aujourd'hui. J'ai vraiment le souvenir que mes parents, dans les années 80-90, quand ils venaient en Algérie, quand ils retournaient en France, ils remplissaient leurs valises de fruits et de légumes et même de viande. On importait les bananes et on exportait les parce oignons. Que nos légumes et nos fruits avaient une qualité gustative et nutritionnelle qui était vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, je suis désolé, en parcourant le pays, plus ça va, à l'exemple de Tipaza ou de Rardaya, des régions où je vois, ou même Ouedsouf, ça commence, où je vois proliférer des serres partout, on se croirait en Espagne, déjà, la qualité nutritionnelle de nos légumes, fruits et légumes, elle est déjà sensiblement en perte. Il faudra ajouter à ça les pesticides qui sont interdits, certains qui sont interdits en Europe, qui sont utilisés ici, des agriculteurs qui sont pas formés du tout ou peu et qui sont presque qui s'improvisent un peu des apprentis sorciers. Donc moi je les entends parler et tout. J'imagine. Voilà, donc 2050 c'est loin. Effectivement, il faut anticiper, mais aujourd'hui, vous m'aviez parlé, on avait parlé tout à l'heure de ce qui s'était passé avec le choléra, la prise de conscience qu'il y a eu. Je pense qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Bon, il faut pas oublier qu'en 1996, il y avait déjà eu ce déclic. Il y avait déjà eu une épidémie de choléra en Algérie. Il y avait eu tout un Mais je pense débat. qu'on était moins sensible à la cause climatique, au dérèglement. On connaissait moins les répercussions du dérèglement climatique. Alors, répercussions, je suis tout à fait d'accord, mais il faut faire attention en fait. Toute la difficulté avec ce thème, c'est que c'est très global. Ça englobe beaucoup de choses. Et derrière donc cette histoire donc de CO2, d'émissions de CO2, on en arrive des fois à des choses un peu bizarres. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est trop général. Et surtout, on va prendre un exemple très simple. Je pense que tout le monde en Algérie s'intéresse un peu à l'actualité hors de nos frontières. Oui. Et on a pu constater qu'en France, il y a eu encore, une fois de plus, un grand problème d'inondation, mais vraiment catastrophique. Bon, c'est pas nouveau, hein, moi depuis que je suis né en France, j'en entends parler. Toujours eu ce genre de problème. Alors vous allez avoir deux discours. Aujourd'hui, les hommes politiques, certains hommes politiques vont parler du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, pour dire que voilà, la recrudescence des impacts de ces inondations est liée à ça. Soit. Mais il y a quelque chose qu'on oublie aussi, et ça va être de simples paysans, ou je pense des écologistes un peu avertis, vous diront qu'en France, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la culture des bocages, en fait, des aménagements des champs qui étaient vraiment faits pour absorber justement ces inondations, qu'on a construit en France aussi sur des terrains qui n'étaient pas du tout, qu'on savait inondables un jour ou l'autre, et qu'on l'a fait vraiment bien sûr, c'est une petite clique qui l'a fait, mais ce que je veux expliquer, c'est que on peut pas tout mettre sur le dos de l'écologie, sur le dérèglement climatique. Voilà, c'est clair. Effectivement. Peut-être qu'effectivement les phénomènes climatiques sont plus acerbes, soit, mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi d'autres raisons, d'autres causes, et qui sont dues souvent à des mauvaises décisions politiques. Voilà, voilà, et à une perte d'une culture. Et comme en Algérie, par exemple, on parle de nos zones humides. Par exemple, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ma région de cœur, je vais pas dire d'origine, mais c'est la région vraiment où j'ai appris l'écologie en Algérie. Donc, c'est Guerbes Senhadja, c'est dans la Oulayat Skikda, qui est un complexe de zones humides de classe internationale, puisqu'après après celle de l'Qala, c'est vraiment le complexe en Afrique du Nord le plus important et le plus riche. Eh ben, on voit qu'il est laissé de plus en plus à la merci donc d'une agriculture intensive et irraisonnée, d'un tourisme pareil, pas encore de masse, mais quand même qui commence au fur et à mesure des années à s'intensifier, des vues du foncier aussi, on a envie de construire des hôtels, de faire des choses et tout, alors que cette zone humide, c'est un filtre naturel pour l'eau, et elle est là aussi justement pour faire tampon.
Donc voilà, c'est exactement la même chose pour la qualité nutritionnelle de nos légumes. On ne pourra pas tout mettre. Il faudrait pas, en tout cas, que cette cause serve de prétexte et d'excuse à des mauvaises décisions politiques aussi. Voilà. Mais concrètement, vous m'avez dit quand ils ont fait l'étude, ils ont émis du CO2 dans des serres. Et ils se sont rendus compte que J'ai schématisé. Hein, oui, voilà. Oui, bien sûr. En fait, vous vous en doutez que c'est comme ça que ça a dû se faire. C'est ce que j'ai lu, mais ils n'ont pas expliqué. Oui. Et puis je suis pas scientifique. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi le rôle? C'est-à-dire pourquoi maintenant on fait un tapage sur le CO2? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment il est émis? On va dire, je vais vous poser cette question comme si le CO2 pour les nuls. C'est-à-dire, voilà, expliquez-nous comme si on ne savait pas du tout c'était quoi. Expliquez-nous, voilà, avec des détails très simples. Bon. C'est quoi le concept? Pour être simple, on va forcément donc parler des gaz à effet de serre, voilà, puisque le CO2 est un gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone. Mm-hmm. Et l'effet de serre, c'est quoi? L'effet de serre, à la base, c'est un phénomène tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est-à-dire que tout simplement autour de notre planète, donc il y a comme une serre de gaz qui permet donc quand les rayons du soleil arrivent à la surface de la Terre, en fait une partie de ces rayons, de la chaleur de ces rayons est conservée. Ça fait un effet de serre. Vous imaginez bien quand vous êtes dans une serre. Comment ça fait? L'idée, en fait, c'est que avec la révolution industrielle, avec l'augmentation, donc avec surtout ce qu'on appelle l'économie brune, donc l'économie basée sur le pétrole et le gaz, les émissions donc de ce dioxyde de carbone, mais pas seulement, aussi de méthane et d'autres gaz qu'on dit donc à effet de serre, a donc intensifié cet effet. En écologie, en environnement, c'est un peu comme en santé, puisque je vois que vous êtes le magazine de la santé et du bien-être. Il y a le fameux adage de Paracelse qui dit « Tout est remède, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Donc aujourd'hui, le problème, parce que le CO2, ça peut être le dioxyde de carbone pour les végétaux, à la base, c'est aussi une bonne chose. Oui. Mais à forte dose, voilà. Et le problème donc, le problème donc, c'est que ces émissions, elles sont apparemment donc excessives par rapport à ce que pourrait supporter donc la planète, et que c'est en train donc de réchauffer la planète. Donc bon, c'est une notion moi qui me paraît très abstraite, mais on parle donc de 15 degrés qui serait la température moyenne mondiale. C'est très dur à imaginer. Et en fait, là, on aurait déjà augmenté presque d'1 degré. Et l'idée, c'est que si on dépasse, c'est que d'ici 2050, on pourrait dépasser les 4 degrés, voire les 5 degrés. Et là ça pose problème. Pourquoi ? Bien entendu, il y a des gens qui vont nous dire oui, mais il y a eu des périodes de glaciation, il y a eu des périodes, vous savez que le Sahara, on pense qu'il y a tous les 20 000 ans, il devient vert, il se verdit et tout. Le problème, en fait, c'est le problème des 2 siècles, enfin du siècle précédent et de celui à venir, c'est la vitesse. Le problème, c'est que, en fait, ces changements, cette augmentation de la température, selon les scientifiques, elles se font avec une vitesse qui est totalement anormale et affolante. Donc, de là, il y a toute une série de modélisations, de prévisions qui sont faites et qui annoncent vraiment beaucoup de problèmes économiques. Enfin, d'abord environnementaux avec tous les problèmes, donc la biodiversité qui va être perturbée, il va y avoir des phénomènes climatiques extrêmes accentués, donc sécheresse d'un côté, extrême pluviométrie de l'autre. Vous avez aussi sociaux, des réfugiés climatiques. Il y a déjà 20 millions de réfugiés climatiques, si je me souviens bien, en 2016. Et puis économique, parce que tout ça va avoir des répercussions. Un exemple en France, en ce moment, les producteurs de vin, quand même la France qui est quand même un pays de vin et qui a des cépages qui ont des valeurs vraiment qui se comptent en millions d'euros, ils sont en train de se poser la question comment ils vont pouvoir continuer si le climat se transforme, change, évolue, peut-être qu'ils ne pourront plus cultiver la vigne dans les régions dans laquelle elle est installée. Et ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres.
Je sais pas si j'ai été. Oui, non, c'est très bien. Simple. Parce que c'est vrai qu'on entend, les médias en parlent très très souvent, bien sûr. Mais on ne sait plus faire un petit peu la différence entre ce qui est vrai. Est-ce que c'est des alarmistes? Est-ce qu'il y a une c'est-à-dire, c'est comme si on savait plus maintenant filtrer les bonnes informations. Par exemple, quand vous dites les dérèglements climatiques, qu'est-ce qui provoque concrètement ces dérèglements climatiques? Ben justement, c'est ce taux c'est ce degré. En fait, on dit que jusqu'à 1,5 degré, ça sera supportable. Passé les 2 degrés, on commencera à rentrer dans des scénarios vraiment où les impacts se feront ressentir. En fait, c'est ce réchauffement donc de l'atmosphère qui, par effet papillon, par effet domino, engendre tout un tas de successions de transformations, de bouleversements qui sont en train qui vont bouleverser tous nos repères, en fait. On entend souvent que voilà, tout ce qui est tempête, tout ce qui est tremblement de terre, c'est dû au bouleversement climatique. Surtout, j'aimerais bien parler surtout du tremblement de terre parce qu'on est un petit peu traumatisé ici en Algérie par rapport à ça. Et est-ce que c'est vrai que le tremblement de terre est une résultante du dérèglement climatique? Écoutez, moi, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour répondre à cette question. D'accord. Franchement, j'aimerais pas dire de bêtises. Mais vous savez que ça perturbe l'écosystème. Vous savez, on envisage là de se lancer dans l'exploitation du gaz de schiste à outrance. On sait aussi que la fracturation hydraulique, elle peut provoquer des problèmes sismiques, elle peut provoquer de graves problèmes de pollution hydrique. Donc, on peut pas, c'est-à-dire, il n'y a pas encore des études qui ont prouvé ça. Il n'y a pas de. Je sais pas. Je vais pas vous dire qu'il y en a pas. Une chose que je sais. Est-ce que vous êtes au courant, du moins? Voilà, ce que je sais, c'est que tout ce qui est pour moi en relation avec l'environnement, avec le réchauffement, le dérèglement climatique, pour moi personnellement, est encore de l'ordre de la croyance. Pourquoi? D'accord, ok. Parce que en fait, il faut savoir que ce débat, il est né en fait avec l'invention des ordinateurs. Ce que je vais expliquer, c'est que avant il y avait la météorologie, et quand on a eu des supercalculateurs pour justement traiter la somme d'informations. Donc c'était dans les années 50, en pleine guerre froide, et les Russes et les Américains et leurs partenaires avaient semé des sondes des sondes météorologiques aux 4 coins de la planète, et il y avait une somme énorme d'informations à traiter. Ça a intéressé des gens, par exemple, comme John von Neumann, donc l'inventeur de la bombe atomique, mais aussi un immense mathématicien, qui allait voir l'armée américaine à l'époque pour leur proposer, écoutez-moi bien, de faire des armes météorologiques. L'idée, c'était ça. Et il leur a dit qu'il pourrait leur prouver, grâce à son supercalculateur, donc ENIAC ou JOHNNIAC, qu'il pourrait faire des prévisions non plus donc météorologiques sur une semaine et localisées, mais pour tous les États-Unis sur une année. Et c'est comme ça donc qu'il y a les premiers modèles informatiques numériques sont nés et qu'on a commencé à modéliser et à prévoir le climat. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que si vous avez un supercalculateur, vous pouvez modéliser et envisager les choses. Mais maintenant, on envisage en plus les choses jusqu'à 2050, 2100. Moi, personnellement, je m'en réfère à ce que je lis dans la presse. Bien sûr, effectivement. Et je me réserve toujours le doute. Voilà, je crois. Oui, non, vous avez raison. Juste pour finir là-dessus, mon approche à moi, ça serait le pari de Pascal. D'accord. Ça veut dire, je sais pas. Je ne peux pas dire, qui suis-je pour dire c'est vrai, c'est faux. Mais bon, dans le doute, mieux vaut quand même réagir et mieux vaut quand même suivre une certaine dynamique qui n'est pas foncièrement négative. Elle peut l'être. Parce qu'il peut y avoir autour justement de cette doctrine, autour du réchauffement climatique et des mesures de l'éco-citoyenneté, on pourrait très vite aussi arriver à une forme de fascisme en fait, à dire aux gens mais vous pouvez plus vous déplacer, vous comprenez, il faut sauver la planète, donc vous auriez le droit à tant de... C'est une sorte de dictature. Voilà, là, je fais un petit peu de 1984, voilà, mais bon, disons qu'il faut rester alerte par rapport à ça. Complètement. Et par rapport à la prévention, ici en Algérie, comme je vous avais dit,
il y a eu l'après-choléra. Voilà, il y a eu, maintenant on est plus au courant que certaines plantations, certains fruits et légumes sont irrigués par des eaux usées, chose peut-être qu'on n'était pas forcément au courant. Je pense que vous, en tant que militant, je pense que vous y étiez au courant. Maintenant, on sait que, voilà, ça peut engendrer, l'après-choléra, moi je pense qu'il y a eu un effet bombe atomique, on va dire. Je vais le dire ça comme ça. D'accord. C'est comme si que maintenant il y a une prise de conscience. D'ailleurs, sur les blogs, je vois très souvent maintenant les gens qui veulent chercher du bio, consommer des aliments bio, qui veulent se rapprocher de la nature, qui veulent, par exemple, se sensibiliser, faire des campagnes de nettoyage. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une prise de conscience? Personnellement, heureusement, il y a un avant-choléra et que donc moi, j'ai vraiment le souvenir en 2010 quand j'ai créé Nouara, donc le portail de l'écologie et de l'environnement en Algérie. Ça a fait sourire beaucoup de gens. À l'époque, quand je parlais d'environnement et d'écologie, on me disait mais tu sais, c'est un luxe venu d'Europe. Oui, alors c'est pas du tout un luxe. C'était pas du tout un luxe et tout. Puis moi, je rappelais aux gens que moi, j'ai appris l'écologie en Algérie, dans un doha, et que la fameuse sobriété heureuse de Pierre Labhi, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui rappeler, ma grand-tante Nouara, donc à qui j'ai dédié ce blog, elle m'a appris un mot magique, c'est Alhamdulillah. Hein. C'est ça. Ana'a, la sobriété, la sobriété. Moi, petit Parisien, c'est comme ça que j'ai appris qu'on pouvait vivre même très heureux sans électricité, sans eau courante, en recyclant tout ce qui venait de la mer. On revient aux valeurs de les valeurs simples de la vie. J'avais découvert qu'on pouvait se soigner avec les plantes. Je veux dire, pour moi, quand à 8 ans, j'ai découvert cette Algérie-là, mon premier rapport avec l'Algérie, je vous avoue, il a été très mauvais. C'était plutôt Jbent Lihoud, Annaba, quartier super populaire et surtout l'Algérie, on va dire, caricature de l'Occident. Et j'aimais pas du tout l'Algérie. Et quand j'ai découvert cette Algérie-là, moi, j'avais qu'un seul rêve. Je veux dire, tous les ans, j'attendais qu'une seule chose, c'est que l'été arrive et que je passe 3 mois pour vivre, respirer de la pollution parisienne et de ce monde consumériste. Donc, après, il y a eu tellement de choses. Moi, j'ai vu vraiment, il y a eu un courant, en fait, avec le renouveau du milieu associatif. Donc, je crois que ça a commencé en 2006, après la décennie noire. Il y a eu vers 2006, il y a eu de nouveau, on a permis aux associations de se créer et tout. Et il y a eu vraiment beaucoup d'associations qui se sont bougées un peu pour l'environnement. Et puis, il y a aussi, quand on parle de bio en Algérie, même si bio, c'est un label, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de bio en Algérie. Il y a quelqu'un que je connais qui a vraiment été un précurseur dans le bio, que je salue au passage, s'il m'entend, donc c'est Hadj Khlil, qui est comme moi, donc, qui a vécu en France et qui est venu ici, s'investir, pour son pays. Et il a créé la marque Bionor. Il a été un des premiers à faire certifier des dattes bio qu'il a exportées. D'ailleurs, c'était une véritable success story. Voilà. Mais le bio, c'est pas quelque chose encore de labellisé en Algérie. Justement, maintenant, à tout va, on voit le bio, le naturel. Surtout que les gens ont tendance à associer naturel à bio. Automatiquement, tout ce qui est naturel est automatiquement bio. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, on a tendance un petit peu, on veut leur expliquer, mais voilà, c'est-à-dire, il faut pas croire que les produits qui sont forcément naturels sont automatiquement inoffensifs. Donc, quelles sont les alternatives, par exemple, pour consommer bio, mais voilà. C'est-à-dire, comme vous êtes dans le domaine. Écoutez, moi, je pense que déjà, si on recommençait, vous savez, si on parle bio en Algérie, on va forcément parler de Torba, donc l'association Torba, du collectif Torba, que je salue. Et Torba, on peut dire, une des toute première pierre qui a été posée, c'est une rencontre entre Karim Rahal, donc le président, et modeste personne. Et je me souviens, on était à l'INRA et il y avait un séminaire sur la valorisation des produits agricoles algériens. Et ma présentation, c'était dire que la biodiversité est dans vos assiettes. Et ce que j'expliquais, c'est que avant de valoriser les produits, il faudrait peut-être valoriser les recettes, valoriser un type d'alimentation, c'est-à-dire revenir au terroir, valoriser les terroirs, réapprendre aux gens. Moi, je sais pas, quand je fais découvrir aujourd'hui à ma belle-mère le couscous d'orge, ou à ma mère, elles sont étonnées quand vous avez une boutique là qui a ouvert, et vraiment, j'ai vraiment envie de les encourager. C'est la maison du terroir algérien. Tout à fait. C'est génial. Ils font de très belles choses et ça commence par là. Ce que je veux dire, c'est que déjà commençons par les produits du terroir, commençons par le naturel.
un de mes leitmotifs, souvent dans les conférences que j'ai faites sur le thème, c'est de dire, vous savez, d'ailleurs, c'est ce que j'avais expliqué à ce séminaire, j'avais dit, vous savez, le problème, c'est que déjà, la terminologie bio, faut pas l'utiliser en Algérie. Il faut qu'on ait un terme qui nous soit propre. Je disais, quelque part, les Algériens se rendent pas compte qu'ils avaient déjà tout compris avant que le bio arrive. Pourquoi ? Parce que, quelque part, quand on dit que cette tomate, elle est bio, et qu'on parle d'une tomate et d'une tomate bio, pour moi, il y a un problème sémantique. Normalement, on devrait dire le contraire. On devrait dire, ça, c'est une tomate, c'est une vraie tomate, et ça, c'est une tomate chimique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on disait chez nous ? Harj. C'est-à-dire que pour nous, la notion de naturel, c'est authentique. Et quelque part, je trouvais que sémantiquement, c'était beaucoup plus pertinent et que les Algériens avaient mieux compris quelque part cette notion en disant voilà, ça c'est authentique. Donc commençons déjà par l'authenticité. Revenons à nos voilà. Nos Après, effectivement, il va falloir certifier, créer des labels. C'est très très dur parce que quand je vois déjà avec Deglet Nord, toutes les, vous savez, c'est un exercice démocratique et la démocratie. Soit ça marche à l'échelle complètement, ou soit ça marche pas. Donc il y a ça, des contrôles, mais numéro 1, c'est redécouvrir. Moi, le robe t'a Degla, à chaque fois que je vais dans des régions en Algérie, on a un patrimoine je culturel, découvre des recettes. Plutôt culinaire, voilà. magnifique. Voilà. C'est ça. Vous avez des gens comme Darjeddi aussi. Bon, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Donc cette table d'hôtes et d'autres. Hein. Oui, vous avez le domaine Saint-Augustin aussi à Mador, à Sogaralas. Moi, j'y suis allé. Ouais. Voilà, vraiment, vous pouvez découvrir des recettes qui ont été oubliées. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont créatifs, qui font de nouvelles recettes. Moi, j'ai découvert, par exemple, à la Maison du Terroir algérien, une pâte cacahuète, avec du sucre de date. Voilà. Donc, c'est le nectar de date. Franchement, c'est meilleur que le Nutella. Complètement. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire, voilà, il y a des alternatives, mais peut-être c'est pour ça que j'ai vraiment ce sujet me tenait à cœur, parce que je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment conscient qu'on est en train de s'autodétruire avec l'alimentation, avec cette pollution? C'est pour ça que quand on dit qu'il y a des alternatives, c'est aussi pour rassurer. Il y a des alternatives au bio, il y a des alternatives pour revenir aux sources. Maintenant, est-ce que les gens, quand vous êtes par exemple au cours de certains séminaires ou bien quand vous donnez des conférences sur le sujet, comment les gens accueillent ce que vous leur donnez comme information? Bon, la plupart du temps, je suis en pays conquis. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir ou qui viennent écouter, ils sont déjà concernés. Maintenant, je vais vous dire franchement, un des membres de ma famille plus ou moins éloigné, c'est un grand importateur de produits chimiques. Ah oui. Bon, très loin, je veux dire, je connais pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que lui-même, aujourd'hui, il s'est fait un petit terrain et il commence à regretter. C'est-à-dire, il a conscience, et je lui dis toujours en rigolant, tu sais, t'es un vendeur de cancer. Hein. Ah oui. Et lui-même me dit ce que je vais expliquer, c'est que même les agriculteurs, je suis en contact aussi avec une société algérienne qui s'appelle BitBite, donc qui fait des produits rongicides et insecticides, mais naturels, à base de gypse et tout. Et je sais que les agriculteurs, ils sont pas encore vraiment convaincus parce qu'ils vont avoir besoin de temps, mais tous me disent, si tu nous proposes des produits qui seront meilleurs pour la santé de nos consommateurs et pour nous, on est partant. Donc, ce que je vais expliquer, c'est qu'il ne faut pas croire que ces gens-là le font forcément par inconscience. Il y en a beaucoup qui le font par avidité. Il y en a certains qui le font par dépit. Tout à fait aussi. Voilà, parce que vous avez aussi des endroits, on parle des eaux usées, mais il faut savoir qu'en Algérie, dans notre pays, notre vaste pays, il y a un peu plus de 600 stations d'épuration et que la plupart elles sont saturées. Donc excusez-moi, l'agriculteur aussi au bout d'un moment, il faut peut-être lui proposer des alternatives. Je vais pas les excuser. Tout à fait. Mais j'essaye de comprendre. Donc vous savez, ce que je disais, c'est que la démocratie, c'est global. Et l'écologie, l'environnement, tout ce qui nous entoure, que nous entourons, et qui nous influence et que nous influençons, l'environnement, c'est un vaste exercice démocratique. Moi, j'appelle ça le devoir des temps modernes. Tout à fait. Voilà, il faut revenir à cette notion du bien commun, de l'espace public, de l'espace intime collectif.
c'est pas des choses nouvelles en Algérie. Il faut quand même pas oublier que pendant très longtemps, des sociologues étrangers ont été fascinés par le système des tejbat chez nous. Bien sûr. Par la démocratie donc locale. C'était structuré, oui, effectivement. Je pense vraiment, après tous les voyages que j'ai faits, toutes les rencontres que j'ai faites, bon, on va revenir en fait à un leitmotiv en Algérie, malheureusement. Notre rapport à l'environnement est avant tout un rapport à notre identité. Et c'est parce que nous avons en fait oublié ou renié ou ignoré notre identité qui est une identité variée, multiple et pas fragmentée, un écosystème. L'Algérie, c'est un écosystème. Il y a vraiment une relation intime qui se passe entre le Sahara, le Tel et les hauts plateaux. Et quand cette relation, elle est perturbée, oui. Eh ben, tout est perturbé. Et quand elle est harmonieuse, ben, voilà. C'est cette conscience, en fait. Et est-ce que vous êtes optimiste pour le futur? Je dirais que on n'a pas le choix. Aïe. Non, mais on n'a pas le choix et que on ne sera obligé de faire quelque chose. J'ai une intime conviction, c'est que dans des temps modernes, en fait, on avance et quand on avance, effectivement, à un moment, on est dans le pire, mais que à un moment, on revient au meilleur. Et je garderai toujours en tête une phrase d'un vieux berger qui m'a vraiment influencé et qui m'a dit, tu sais, Bled Hadi, Kimaloued Terna, Tatlaou Tahabat. Voilà, des hauts et des bas. Il a tout compris. L'Algérie, c'est le pays des printemps luxuriants, oui. de vraiment de l'abondance, et puis d'un coup, neige pas. Voilà. Mais j'ai confiance. J'ai confiance, on n'a pas le choix. Et puis il y a vraiment maintenant avec les réseaux sociaux, il y a des personnalités comme Amar Adjili aussi que je salue. Pour les gens qui le connaissent pas, donc c'est vraiment un militant qui a vraiment commencé par nettoyer les plages chez lui à Tipaza tout seul. Puis au fur et à mesure, il a créé un effet boule de neige. Et aujourd'hui, il a vraiment été à la base d'un mouvement pour une Algérie plus propre. D'ailleurs, on a fait une pétition ensemble là, que je vous invite à venir signer sur Internet. Donc vous tapez pétition pour une Algérie plus belle, plus propre, plus conviviale, bon bref, une Algérie plus belle, ou pétition Amar Adjili Karim Tejani, et on vous invite à la signer parce qu'il faut vraiment la signer au maximum. On a envie justement de la présenter aux autorités algériennes pour leur dire bon, il y a un travail qui a été fait. Il faut pas tout renier parce que il y a un travail qui a été fait de sensibilisation. Il y a un travail qui a été fait. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, mais il n'a pas forcément été dépensé au bon endroit et avec sincérité. Donc nous, on a envie de dire aujourd'hui, voilà, l'environnement, l'écologie. C'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Il ne faut pas que ça soit seulement l'affaire de certains aussi. Oui. Parce que c'est un business aussi. Tout à fait. Hein. Il y a toujours l'avidité. Et surtout dire aujourd'hui, c'est une question de souveraineté nationale. C'est au-delà seulement de la santé. C'est qu'un pays qui ne maîtrise pas son environnement est un pays vulnérable. Dans quel sens vulnérable? Bien, parce que dans le sens où il est pas capable d'avoir une souveraineté alimentaire, donc une autonomie alimentaire. Si il est rongé par les maladies, si c'est un pays qui peut s'écrouler à tout moment à cause d'une sécheresse ou d'un voilà. Et puis mine de rien. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que l'écologie en tant que science, parce que là, on a parlé de l'écologie en tant que, on va dire, idéologie. Oui. Mais l'écologie en Algérie en tant que science, elle est vraiment faible. La plupart des connaissances qu'on a sur l'Algérie, elles sont dans les mémoires de laboratoires étrangers ou de chercheurs étrangers. Nos chercheurs, ici, je suis désolé de le dire, mais souvent se cantonnent à des études un petit peu toujours les mêmes, sur telle espèce, tel truc et tout. Souvent manque d'imagination et de moyens, surtout. Moi, je pense que c'est de moyens pour aller plus loin. Il y a aussi le problème de beaucoup de femmes qui sont chercheuses aujourd'hui, écologistes, qui ont du mal à aller sur le terrain. Mais on sait si peu de choses sur notre environnement. Et je pense qu'il y a des universités étrangères. N'oublions pas aussi que les Français, les premières recherches qu'ils ont fait sur l'Algérie, c'était des recherches écologiques, et que aujourd'hui encore, il y a des chercheurs algériens qui se basent sur les travaux, donc qui datent de la colonisation. Donc pour moi, il y a un problème. Oui, et ça, c'est une vulnérabilité aussi. Tout à fait.
En tout cas, je vous remercie infiniment. Vraiment, ça a été très, très, très intéressant. Il y a beaucoup d'espoir. C'est ce qui me rassure. C'est que vous en parlez, on sent le passionné déjà, et vous en parlez avec beaucoup de... Demain sera meilleur, on va dire. Et on en a besoin. Oui, allez-y, je vous en prie. Vous avez un sage indien qui parle de désespoir, mais au sens de non-espoir. Moi, je suis pas dans l'espoir. Je suis dans la volonté. Tout à fait. Espérer, si on espère, ça suffira pas. Une chose est sûre, c'est que quand je me lève le matin, je sais aujourd'hui, parce que j'ai suffisamment rencontré de gens, parcouru le pays, pour savoir qu'il y a vraiment une génération d'écologistes, écologues, appelez ce que vous voulez, qui se bougent et qui travaillent souvent dans l'ombre, de plus en plus dans la lumière. Et les choses avancent, voilà. Tout à fait. Peut-être ils sont pas suffisamment mis en lumière, mais en tout cas ils sont là et les choses sont en train vraiment de bouger. Oui, même les jeunes, même ces commerces où ils proposent des produits du terroir, des collectifs. Donc c'est vraiment très très bien. On va dire, il faut être conscient du pire, mais alhamdoulilah, le meilleur est à venir. Inch'Allah. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention et merci encore une fois. Karim Tidjani. On peut vous retrouver sur votre blog nouaraalgérie.com et sur les réseaux sociaux aussi. Exactement. Retrouvez la diffusion de cette émission sur Radio M, radio-du6.net et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.